Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de très particulier. C'est, vous allez avoir l'illustration, voilà, que l'on peut travailler peu d'heures et gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Et vous allez avoir également une illustration, en fait, et un exemple d'un vendeur qui s'assume pleinement et de quelqu'un qui est vendeur, qui assume être vendeur, qui dit pas qu'il est conseiller, qu'il est, je ne sais pas comment on peut qualifier l'autre nom, ingénieur commercial ou je ne sais quoi, voilà, et qui le vit pleinement et très très bien. Bon, pour nous accompagner, nous avons la chance d'avoir Hubert Sonner qui a fait qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Merci Hubert d'avoir accepté. Avec plaisir. Voilà. Donc Hubert, toi, tu es un vendeur. Sur ta carte de visite, je crois qu'il y a marqué vendeur de produits qui rapporte. Tout à fait. C'est quand même assez atypique d'avoir une carte de visite avec ce nom-là, parce que le mot vendeur, le mot commerce, tout ça, c'est des mots qui sont assez, pour les gens en tout cas, assez contre-productifs, qui pourraient paraître assez Ça a contre-productifs. un côté très péjoratif. Voilà. Dans notre société, le mot vendeur est très péjoratif, déjà parce qu'il ramène à de l'argent, puisque la vente sous-entend quand même un échange d'une marchandise ou d'un service contre de l'argent. Notre société met un petit peu l'argent en tabou. Et donc automatiquement, quand quelqu'un met vendeur de produits qui rapportent, il a les deux tabous qui sont mis bout à bout, si je peux me permettre. Donc, D'accord. et pour moi, c'est pas tabou du tout. Bien au contraire. Alors évidemment, il y a de la provoque dans cette carte de visite, mais c'est très volontaire et ça fait presque partie de la qualité de vendeur que je revendique. Il faut une forme de provocation pour dire clairement qui on est. J'affiche vraiment les choses, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire semblant de vous conseiller, de vous indiquer ce que vous pourriez faire, mais clairement j'ai un objectif. J'ai la totale conviction que ce que je fais est bien. À partir de là, je suis là pour vous le vendre. Je suis là pour que vous ayez ce produit à un moment donné. Je crois qu'on peut se mettre vendeur, ou du moins ma démarche à moi a été de me mettre vendeur parce que j'ai pris conscience que j'étais très sincèrement bienveillant. Et quand on est très sincèrement bienveillant, on n'a aucun mal à s'affirmer vendeur et à chercher à vendre. Alors, du coup, ce que tu veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu crois en un produit, où tu y crois vraiment, tu sais que ce produit-là va aider ton client, va aider la personne à qui tu en parles, tu te dois, en fait, quelque part, de lui en parler et pour lui rendre service. C'est ça l'idée ? Alors, je ne sais pas si je me dois de lui en parler, parce que vu que je ne travaille pas beaucoup d'heures, il y a beaucoup de gens à qui j'en parlerai pas. Et ça ne me gêne pas. Mais par contre, c'est vrai que si la personne m'invite à lui en parler, c'est-à-dire qu'au cours d'une démarche, de quoi que ce soit, m'invite, mais bien sûr que je vais vraiment presque me battre bec et ongle pour valider mon produit et pour vendre mon produit, parce que je sais que j'amène quelque chose de bien. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème. Je vis ça très très bien et je suis très content et très fier de m'affirmer vendeur. Et tant mieux si ça la provoque. J'avais une autre carte de visite à un moment donné, c'était manipulateur. D'accord. Alors là, les gens ils faisaient des bons encore plus grands. C'est un peu dans le même état d'esprit. Après, c'est ton style un petit peu d'être un petit peu provocateur. Mais c'est Ton pas style. un petit peu. Tout le monde C'est ne peut pas, ouais, c'est complètement là-dedans. totalement la provocation, On est on est d'accord. Mais c'est un objectif de vie. Et encore une fois, on peut provoquer juste pour le plaisir de provoquer, ou provoquer dans le but d'attirer une réaction à soi, de faire qu'il y ait quelque chose qui se passe, et derrière de faire qu'il se passe quelque chose de bien. Quand on provoque quelque chose, on ébranle la personne quand on la provoque, sur ses convictions, sur ce sur quoi elle repose, sur le socle de ses croyances, on bouge un peu tout ça. Et quand il y a de la bienveillance derrière, eh bien, il y a moyen de mettre autre chose. Il y a moyen de dire, regarde, tu étais assis sur quelque chose sur lequel tu étais bien, et finalement, en s'asseyant à côté, on peut être bien aussi. Et ça me fait très plaisir. Et justement, quel est le risque finalement que tu prends en fait finalement, et quelle est la limite en fait à justement proposer à quelqu'un sans on va dire sans avoir on va dire aucun complexe finalement. Est-ce que des fois tu as des réactions justement épidermiques en face de Bien toi? sûr, bien Et sûr. comment est-ce que tu gères ça? Alors je cherche ça d'une façon extraordinaire. Je vends des produits financiers, on est d'accord, des produits qui rapportent. La chose extraordinaire, c'est que dans le pays dans lequel nous vivons, même dans la région de Toulouse, je ne suis pas le seul à faire ça. On est plusieurs. Et je pense même qu'on est plusieurs centaines. Et quand j'ai une relation épidermique, quand la personne ne peut pas, je reste convaincu que mon produit est bon. Je dis très clairement à la personne, c'est génial. Je ne suis pas la bonne personne, mais je ne veux pas que vous passiez à côté de ce produit. Donc je vous laisse une doc sur le produit et je vous donne des noms de gens qui sont très qualifiés pour vous en parler et de manière beaucoup moins provoque que moi. Vous avez besoin d'un costard-cravate, vous avez besoin de quelqu'un qui fonctionne de telle et telle manière, c'est génial. Vous avez besoin d'un conseiller fiscal et financier. Mais je dois avoir 200 cartes de visite dans mon bureau de gens qui sont des conseillers. J'envoie un conseiller. Il n'y a aucun problème, on n'est pas du tout obligé ni de m'aimer, ni de travailler avec moi.
Alors c'est fou parce que le propre aussi d'un vendeur aussi, c'est un petit peu aussi de s'adapter à la personne qui est en face de lui. Et toi, en fait, j'ai l'impression que finalement, tu fais pas spécialement de concessions par rapport à ça et que tu t'adaptes pas vraiment. Tu dis c'est moi, voilà, j'ai ça à livrer parce que je pense que ce produit-là est bon pour vous, monsieur le client. Je pense que c'est un produit parce que j'utilise moi-même. Si tu es utilisateur des produits que tu De vends tous aussi, les produits que je vends à la base et pas utilisateur à hauteur de quelques centaines d'euros. Je suis un vrai utilisateur de mes produits. juste pour, parce que je sais pas si on l'a dit, mais tu es conseiller financier, on Voilà, peut dire ça comme je ça. travaille dans le placement de produits donc, qui rapportent, hein, c'est bien le mot. Et donc, comme je veux moi aussi que mon argent me rapporte, eh bien oui, en effet, j'utilise mes produits. Donc, en effet, tu as tout à fait raison, Yannick, quand tu dis que je m'adapte peu. C'est, je vais le dire d'une formule un peu lapidaire et encore une fois provocatrice et peut-être excessive, c'est un peu qui même me suit. Moi, j'ai la totale conviction que ce que je fais est bien. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de m'adapter. J'ai la chance de ne Oui, pas tu as une avoir... réussite quand même magnifique. J'ai une clientèle suffisante, j'ai des produits qui sont exceptionnels et presque qui se vendent par eux-mêmes. Partant de là, ben non, je ne suis pas obligé de me mettre en costard-cravate. Alors je m'adapte un petit peu quand même, hein, parce que moi, parfois à la maison, je suis tout nu et je ne vais jamais voir mes clients tout nus. Donc j'ai un peu d'adaptation, mais elle a ses limites. Je n'irai pas au-delà d'un certain niveau d'adaptation parce que j'en ai pas besoin et que je ne vois pas au nom de quoi je ferai ces sacrifices-là. D'accord. En fait, tu vis ton métier. Je me vois pas comme ayant un métier. J'ai une vie, et dans cette vie, il y a plein de choses. Avant qu'on fasse cette interview, on a échangé sur des bouquins, et quelque part, c'était la même chose. J'étais le même individu, et je vendais l'idée que tu lises certains livres, que tu as vendus aussi, toi, pour d'autres, et c'était un bon échange. Donc, si tu veux... On s'est vendu des livres. Voilà, on se vend tout le temps des conseils, plein de choses. Donc, pour moi... dans mon métier n'est pas d'être un vendeur de produits qui rapportent. Je suis vendeur de produits qui rapportent, je suis vendeur de bouquins que j'ai aimés, vendeur de restaurants que je trouve très bien, vendeur de promenades en forêt que je fais tous les jours. La différence, c'est que là, tu as une commission sur ce que tu vas toucher, alors que quand on se vend des bouquins mutuellement, on n'a pas de commission particulière. Mais j'ai aussi une commission sur les bouquins que je vends. Oui, c'est l'amitié, c'est le plaisir. Le plaisir du partage, j'ai le fait que demain, on va avoir du plaisir à parler de ces bouquins ensemble. J'ai aussi une commission. La différence n'est pas qu'il y a une commission ou pas. La différence, c'est qu'il y a une commission en argent ou pas en argent. Mais l'argent n'est qu'une énergie parmi d'autres. L'amitié est également une énergie. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si tu veux, je vends des produits contre de l'énergie. Parfois, cette énergie s'appelle argent. Parfois, cette énergie s'appelle amitié. Parfois, cette énergie s'appelle reconnaissance. Quand on conseille un bon restaurant et que la personne y va en disant « j'ai passé une super soirée grâce à toi », j'ai bien un retour d'énergie. Ça me valorise, ça me fait plaisir. Et c'est génial. Donc, effectivement. Je suis un être humain qui aime partager, qui aime même parfois vendre et convaincre sur les choses sur lesquelles je suis convaincu. Et j'ai un retour d'énergie qui parfois prend une forme monétaire et parfois une autre forme. Excellent. Merci beaucoup pour ces bons conseils et puis c'est cet aspect quand même qui est très novateur, bizarrement, très novateur de dire mais j'assume, je suis un vendeur, je suis un commercial, je suis quelqu'un qui ait des produits que j'aime, qui me plaisent et je veux les faire connaître au plus grand nombre. Enfin, on va voir que c'est pas tellement au plus grand nombre parce que tu ménages beaucoup ton temps. En tout cas, quand j'ai une personne en face de moi et que je sens que ce produit peut l'aider, je vais le vendre. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, Yannick, que nous sommes tous quasiment depuis le premier jour de notre vie, des vendeurs. Quand nous pleurons dans notre berceau, nous vendons à nos parents ou aux gens qui sont près de nous l'idée de nous donner à manger, de nous prendre dans leurs bras. Et quand on voit que ça marche, on recommence. Donc nous sommes tous des vendeurs. Nous nous vendons les uns aux autres. Le commerce est partout. La journée. Demain, on veut aller au restaurant ensemble. On va chacun essayer de le vendre le restaurant dans lequel on a envie d'aller. Que ce soit par rapport au fait que ce soit plus près pour rentrer, que ce soit la qualité du restaurant, peu importe, on est en permanence. Donc moi, j'ai simplement identifier des produits sur lesquels je suis fier d'être, et ça peut en effet être des bouquins, une musique, on a parlé de différentes choses déjà tous les deux, puisqu'on développe une relation amicale, et c'est la même chose. Donc à un moment donné, ce que j'ai trouvé moi d'extraordinairement curieux, c'est que ma carte de visite soit vécue comme étant provocante. J'en ai la conscience, mais ça m'amuse, elle ne l'est pas. Si on était honnêtes les uns avec les autres, on serait bien obligé de se dire, mais en fait, il n'y a aucune provocation, il n'y a rien du tout. Nous sommes tous des vendeurs. C'est juste que le mot a été totalement dévoyé. C'est ça le problème. En Allemagne, on est fiers de se dire vendeur. Il n'y a aucun problème. Il y a en Allemagne X millions de vendeurs. Moi, je travaille de temps en temps avec l'Allemagne, j'ai été à des réunions en Allemagne, on demande aux gens qui est vendeur dans la salle, il y a 70% des mains qui se lèvent. J'ai été dans des réunions en France où on nous dit qui est vendeur,
Je suis le seul, mais réellement le seul. Je n'en ai À jamais assumer rencontré un pleinement autre. le côté. À lever la main. Tout le monde, je suis conseiller, je suis, comme tu le disais tout à l'heure, on a plein de mots. Ingénieur On a commercial, plein de directeur mots des ventes. technico, on a plein de mots pour ne pas dire ce qu'on est. C'est extraordinairement drôle. C'est vrai que c'est marrant. C'est vrai que je suis La vraie totalement provocation, elle d'accord. est là. La vraie provocation, elle est dans le mensonge. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un, je travaille dans la finance, quand quelqu'un se dit conseiller financier, il connaît 3 produits. Mais excuse-moi, il y en a 1000. Comment t'es conseiller en n'en connaissant que 3? Comment tu peux me donner des conseils? Tu connais 3 produits. Moi, je préfère dire, je valide pour moi des produits et je les connais pas tous, mais ceux-là sont excellents. Je les utilise. À partir de là, je te les vends. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sont les seuls bons, ni même les meilleurs, mais ceux-là, je peux les vendre parce que j'ai totalement confiance en eux. D'accord. Et là aujourd'hui, ce qui t'a amené par exemple à ton produit, au produit que tu conseilles, c'est quoi? C'est le fait que tu aies testé d'autres produits ou alors c'est que tu aies essayé celui-là, tu t'es dit putain, c'est un truc de fou, ou alors par rapport à ce que tes collègues t'ont dit, qui ont essayé d'autres produits, qui t'ont dit bon ben là ça marche pas. D'abord, c'est une analyse du produit en lui-même, c'est-à-dire de dire bon, voilà, quel est le modèle économique qui est sous-entendu derrière, puisque quand on parle de produits financiers. C'est comment tu as bâti ta foi et ta Voilà, croyance autour du produit. d'abord, je bâtis ma confiance dans l'analyse. Puisqu'à un moment donné, comme toute chose, quand on analyse, avant de monter dans un avion, on a tous, entre guillemets, analysé qu'un avion pouvait voler parce qu'on le sait, parce qu'il y a des lois de la thermodynamique qui font qu'on peut le faire. Donc, c'est un peu la même chose. Je bâtis ma confiance. Après, je l'essaye. C'est-à-dire que je vais moi-même mettre mes propres deniers en danger pour voir ce qui se passe. C'est presque secondaire, parce qu'au moment où je les mets, comme j'aime pas forcément les mettre en danger, mes deniers, au moment où je les mets, c'est que je suis déjà sûr. Donc toute mon analyse, plus la rencontre des dirigeants, plus la rencontre de gens qui le font, me font dire, ok, là j'y vais. Et là, je peux emmener les gens avec moi. Et en plus, alors ça va choquer un petit peu certainement certaines personnes qui nous entendent, je me donne le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que je me serais trompé. Mais je n'aurais pas trompé les autres. Ils se seront trompés avec moi. Les vendeurs qui disent qu'ils ne se sont jamais trompés ou qui n'ont jamais emmené quelqu'un dans une mauvaise direction, je pense se trompent en le disant. Ah ouais, mais déjà c'est une fois. Voilà. En plus Donc, c'est impossible, ça dépend pas de nous. Moi j'affirme que Voilà. les produits que j'ai sont excellents, je le prouve, je prouve que j'y crois en les utilisant. Peut-être qu'un jour, on découvrira que je me suis trompé. Et la vie continue. Et Ça fait combien de temps maintenant que tu distribues ton produit? Celui-là, ça fait 8 ans, donc je suis Donc pas là, ça très va. inquiet quand même, j'ai un petit peu de recul. Mais la vie est longue et pleine d'inattendus. Donc à un moment donné, voilà. Et je crois que je m'aime moi-même suffisamment pour assumer l'idée de peut-être me tromper un jour. Ouais. C'est très lié finalement à ta confiance en toi un petit peu, tu vois, ce côté un petit peu où tu dis, bon ben voilà, on dirait que tu maîtrises tout le jeu finalement, toutes les cartes en fait, finalement, en tout cas où tu as envisagé toutes les possibilités et tu es à l'aise avec toutes les possibilités. Alors c'est plutôt ça, je ne les ai pas envisagées, mais je me sens à l'aise dans, je crois aujourd'hui, toutes les circonstances, parce que je n'ai absolument pas peur du rejet, je n'ai absolument pas peur du non. Il m'arrive de dire non moi-même à un client, en disant je n'ai pas envie de travailler avec vous parce que je veux, tous mes clients sans exception sont à minima des relations amicales, tous. Eh bien sincèrement, si quelqu'un je sens que je vais changer de trottoir parce que j'ai pas du tout envie de le rencontrer, je préfère qu'on fasse pas affaire ensemble. Mais encore une fois, je me le permets parce que ça marche bien pour moi. J'ai pas toujours pu fonctionner de cette manière-là, ou du moins je l'ai fait, mais parfois ça m'a porté grandement préjudice. Je maîtrise Tu pas as toutes des les exemples cas. justement de ça, des moments où ça t'a porté préjudice, où tu l'as un peu moins bien géré? Ah oui, j'ai des exemples précis. J'ai une de mes amies qui, pendant 2 ans, ne m'a pas parlé parce que je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec elle. Je ne voulais pas m'occuper de son argent. Parce que je n'avais pas un rapport qui m'intéressait avec elle à ce niveau-là. Et elle m'a complètement fermé les portes pendant 2 ans. Elle vient tout juste de me les rouvrir il y a quelques semaines. Donc, D'accord. ça fait plaisir. Donc après, j'ai aussi des moments où j'ai perdu de l'argent et j'en avais besoin. Et j'ai pas gagné l'argent, mais je me suis pas dénaturé moi-même. Mais pour revenir avec ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a ce côté... non pas je connais toutes les cartes, mais j'ai pas peur du jeu qu'on me donne, parce que quoi qu'il arrive, tout va bien. Puis tu sais aussi, tu as analysé ton jeu aussi, c'est ça J'ai analysé mon jeu, je sais que même si je perds cette partie, je pourrais gagner la suivante, donc j'ai pas peur quoi. Je veux dire, toutes les parties sont des parties, enfin, on gagne toujours à la fin. Moi j'ai envie de dire que la vie et tous les événements de la vie,
c'est juste un jeu, mais on La gagne vie est un toujours jeu. à la fin. Et Il on faut- gagne toujours à la fin. On est par nature même infini. Absolument. Donc pour Ouais. moi, je gagne toujours. Non, c'est vrai que moi, là où je te rejoins, c'est que effectivement la vie est un jeu. Il faut faire soi-même ses règles du jeu et les mettre dans notre décision, en fait, ces règles du jeu. Voilà, ce serait idiot, en fait, finalement, de mettre le jugement qu'on a sur soi sur la décision de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Je prends par exemple pour l'exemple de prospection, par exemple, il y a beaucoup de vendeurs qui disent je veux absolument que ce client-là me signe, il le faut. Ils vont voir le client signe pas, il les fout à la porte. Ce qui se passe, c'est que ça met un coup de poignard dans leur confiance en eux, parce qu'ils ont mis la décision de quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Ils ont mis leur jugement sur eux-mêmes. Tout à fait. Sur les autres, et c'est compliqué quoi à gérer. Moi, Toi, c'est ce que tu fais pas, tu maîtrises tes règles du jeu. moi, je voulais être au départ assistant du Père Noël. Et je considère aujourd'hui que chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis l'assistant du Père Noël puisque je lui fais un cadeau. Alors je lui fais le cadeau de ma présence, parce que je suis quelqu'un qui, je pense être un cadeau pour les gens que je rencontre, ou tout du moins, je m'efforce de l'être le plus possible, y compris dans mon acte de vente. Mais je crois que un cadeau peut se refuser. Donc j'assume très bien que quelqu'un me dise, mais tout assistant du Père Noël que tu es, moi j'ai pas envie de ton cadeau. Et tout va bien, ça ne me remet pas en cause moi. Tu es offreur et pas demandeur. Complètement. Voilà, dire que être demandeur, on se sent un petit peu en infériorité, on se sent mal quand on nous dit non. Quand on est offreur et qu'on offre un cadeau et qu'on le refuse, on n'a Tout pas va les bien. boules. On n'a pas les boules. Il y a tellement de Ouais. gens sur cette ville, sur ce pays, sur ce continent, sur cette vie, à qui offrir mon cadeau, que c'est pas grave que quelqu'un l'ait refusé. Hein. Ce que je trouve très important dans ce que tu dis, c'est que tu te vois aussi comme contributeur. Et ça, c'est vraiment très important en fait. Si tu n'avez pas l'impression finalement d'apporter réellement de la valeur aux gens, même s'ils ne vous achètent pas, finalement, c'est ça l'idée. Tout à fait. Si chaque relation que vous avez avec la personne, en fait, finalement, il n'y a pas de notion, vous n'avez pas une notion de bienveillance et de vouloir rendre service, c'est pas bon. En tout cas, il faut arriver à ce niveau de confiance. Et là, Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire à un moment donné, moi je dis à la personne, je dis c'est génial parce que je vais vous amener de l'information. Et après cette information, vous allez acheter mon produit ou au contraire vous convaincre que vous avez raison de ne pas l'acheter, que ce soit pour le moment ou pour toujours, et donc vous aurez de toute façon gagné. De toute façon, le temps qu'on aura passé ensemble sera génial pour vous, Quoi qu'il en parce soit, que vous aurez gagné en conviction. Soit de m'acheter mon produit, soit de jamais m'acheter mon produit, soit de jamais acheter ce produit, soit de le repousser à plus tard, mais vous aurez gagné. Donc Vous aurez je suis grandi un petit toujours peu. un cadeau. Je suis toujours un cadeau, même si la personne m'envoie valdinguer à tout jamais, ne veut plus jamais entendre parler de moi, c'est génial. Elle sait qu'elle veut plus de moi. Elle ne perdra plus jamais de temps avec moi. Je lui ai fait un beau cadeau. Ouais, donc ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et très très riche. Merci encore pour l'audience parce que c'est vraiment génial. Le deuxième aspect que j'aurais aimé aborder avec toi, et c'était, je pense, ça faisait partie des conseils qu'on voulait donner, c'est tu travailles très très peu. Alors, très très peu, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je Tu travaille travailles 15 heures par 15-20 heures par semaine maximum. Et la question qui vient immédiatement, mais c'est quoi ton secret? Alors je vais donner le secret de base, c'est de le décider. Le secret absolu, c'est de le décider. Moi, je l'ai décidé à l'âge de 16 ans. Et j'ai eu des moments dans ma à vie 16 où ans. ouais, Ouais, c'est ça. j'ai vraiment laissé ça. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes études par correspondance parce que je voulais pas bosser plus, parce que aller en cours avec des profs qui me disent des livres que je peux lire tout seul m'intéressait pas. Donc, j'ai décidé très tôt de le faire. Et je m'y suis tenu. C'est-à-dire que j'ai eu des moments dans ma vie où, très sincèrement, je gagnais pas beaucoup d'argent en 15 heures par semaine. Donc, j'allais me finir en jouant à la pétanque et en gagnant un peu d'argent à la pétanque dans des paris. Donc, ou au billard. Mais j'avais pas envie de travailler plus et je m'y suis tenu. Tu voyais ça comme du boulot, le billard, la pétanque? Non. Je D'accord. voyais ça comme un moyen de gagner de l'argent, mais je ne comptais pas comme des heures de travail. J'en étais quand même pas à ce stade-là. Mais la première chose, c'est de le décider. Donc j'ai eu des moments où j'ai eu un train de vie très moyen. Je vivais dans un studio à côté de Montpellier, de 15-20 mètres carrés, enfin un truc tout ça. Et aujourd'hui, sans avoir augmenté mon nombre d'heures, je vis dans une belle maison, j'ai une voiture sympa, j'ai des loisirs sympas, je suis golfeur, j'ai une vie qui est pas mal, qui moi me convient très très bien. Alors c'est rigolo, je voudrais juste éclaircir un point que j'ai pas bien compris peut-être, alors du Vas-y, coup, vas-y, peut-être que vas-y. l'audience n'aura pas bien compris. Qu'est-ce que tu qualifies de travail et qu'est-ce que tu qualifies... Alors tu fais une différence entre le travail finalement et aussi le moyen que tu as de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu appelles travail? Alors, C'est en quoi fait, la différence? non, c'est peut-être ça vraiment la vraie. Si tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que je dis que je travaille 15 heures par semaine, je pourrais aussi dire que je travaille 24 heures sur 24 en dehors des heures de sommeil, puisque pour moi, alors ça va être un petit peu difficile de l'expliquer, sans doute un petit peu difficile à entendre, mais j'ai envie de dire que pour moi, ma vie est la récompense de mon travail.
C'est-à-dire que je suis récompensé dans tous les aspects de ma vie, je suis payé, je suis rémunéré, on va prendre des termes de vendeur, on est quand même chez commercial équitable, donc on va utiliser des termes de commerce. Je suis rémunéré de 1000 manières pour mon travail. Quand je dis que je ne travaille pas plus de 15 heures par semaine, ça veut dire que je ne me mets pas plus de 15 heures par semaine à mon bureau, à aligner des chiffres, ou à faire des dossiers, ou à faire comme ça. Mais toute la vie est un travail. Je vais au golf, eh bien, même si j'aborde pas une seconde les produits que je vends avec les personnes avec qui je suis au golf, de par l'amour qui est un mot tabou, enfin pas tabou mais qui se voit pas beaucoup dans le commerce et que moi j'utilise tous les jours, par l'amour que je vais donner à cette personne, j'estime logique que l'infini me rémunère. Et il me rémunère. C'est-à-dire qu'à d'autres moments, je vais avoir un dossier qui va se faire tout seul en 5 minutes et je vais gagner de l'argent. Donc je considère que ma vie n'est qu'un troc permanent de ce que je suis contre, je donne ce que je suis en échange d'une réussite professionnelle normale. C'est normal. Si je donne ce que je suis, c'est normal que l'infini me rémunère en argent, en facilité. Ce que tu appelles infini, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Parce que Dieu merci, tu es athée, m'as-tu dit. Voilà. Quand on a discuté, en fait, tu m'as dit Dieu merci, je suis athée. Donc du coup, voilà, c'est. En fait, c'est juste que pour revenir juste par rapport au cadre de l'interview, c'est juste que dans ton travail. Tu mets le golf dans ton travail? Oui. Souvent, je dis à Pascal, ma compagne, je vais au bureau ce matin et elle me voit prendre mes clubs de golf et elle dit d'accord, va bien travailler. D'accord. Oui, parce que là, je le mets dans mon travail. C'est du réseau pour toi, le golf? C'est même du résultat. C'est-à-dire que il y a 2 ans, j'avais fait 70% de mon chiffre d'affaires avec des gens que je ne connaissais pas la veille et que j'ai rencontrés sur des terrains de golf. Donc oui, c'est vraiment ça. Il y a des moments où j'y vais presque, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Je me force un peu. En me disant je vais au boulot. Ah d'accord, donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement une passion pour toi le golf, c'est ça que tu veux dire? Parfois comme toute passion, enfin je pense que même les gens passionnés de temps en temps il y a un côté contrainte. Ouais. Parce qu'il faut mettre ses pompes, il faut sortir ses clubs, les mettre dans le coffre. Donc tu veux dire que quand tu travailles dans mon canapé quoi. T'as 15 heures de contraintes par semaine. Voilà, le mot il est là, ça me plaît beaucoup ce que tu dis, je l'avais jamais analysé comme tel. Je m'autorise 15 heures de contraintes. D'accord, ok. Voilà. Après, le reste, ma vie fait que... Tu sais que, vu comme ça, c'est beaucoup, 15 heures de contrainte. Mais voilà, tout à fait. Mine de rien, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, donc tu travailles j'en suis relativement loin, parce que je fais quand même attention à ne pas avoir autant de contraintes. Mais je m'autorise un maximum de 15 heures de contraintes. Voilà. D'accord. De la même façon que je ne m'autorise pas de me réveiller autrement que par le chant des oiseaux ou par le lever du soleil plus de 2 fois par semaine. J'ai pas de réveil plus de 2 fois par semaine. Parce que je me réveille naturellement et que c'est très bien comme ça. J'ai des petites règles comme ça que je... Vous voyez, je vous ai amené une personnalité atypique. Voilà, je suis très content que tu sois venu parce que c'est tellement particulier et tellement finalement atypique vraiment de fonctionner comme tu fonctionnes que vraiment merci beaucoup pour ce que tu partages avec nous. Mais je crois vraiment que la source de ça, parce qu'il y a toujours une source qui conduit à des décisions, il y a des croyances, et je crois que la source de tout ça, c'est vraiment l'amour que je me porte. J'ai un amour infini pour moi, inconditionnel. Tu l'as toujours eu cet amour-là? Je sais pas, parce que c'est difficile de porter un regard sur sa petite enfance. T'as toujours été aussi confiant? T'as toujours eu autant de confiance en toi finalement? De ce que les gens me renvoient, oui. Quand je parle à des gens qui m'ont connu quand j'étais enfant, oui. Après, je l'ai énormément travaillé. Comment on travaille ça? Alors, je vais donner une astuce. Comment tu l'as travaillé? Comment moi je l'ai travaillé, comment je travaille encore aujourd'hui, je m'écris régulièrement des lettres d'amour que je me poste. D'accord. Et je prends un plaisir inouï papier avec un timbre? Avec un papier, avec un timbre. Non, je me l'envoie par la poste. C'est un tel plaisir de l'ouvrir, de la recevoir. Puis c'est pas je t'aime bien Hubert, t'es sympa. Non, une ode. Je mets vraiment pourquoi je m'aime, y compris dans mes travers, y compris dans les choses que je peux ne pas aimer chez moi. Parce que l'amour inconditionnel que je me porte ne veut pas dire que j'aime tout chez moi. C'est-à-dire que c'est moi que j'aime, quoi qu'il arrive. En toutes circonstances, même quand je suis médiocre, et crois-moi Yannick, ça m'arrive régulièrement, et même plusieurs fois par jour, je m'aime autant, voire plus, que quand je me trouve génial. T'es super entraîné finalement, j'ai l'impression d'avoir le cadeau caché dans toute situation. En toute situation, je sais pas, parce que j'ai des situations sur lesquelles c'est parfois pas facile. D'accord. Mais le cadeau caché, et même pas caché, le cadeau visible de ce que je suis, oui. Moi, je me vis comme un cadeau permanent. J'adore vivre avec moi. Ça pourrait paraître prétentieux d'entendre Hubert parler comme ça, mais à la fois tu touches vraiment quelque chose d'important, tu touches à l'estime de toi finalement. Et à ce travail, au-delà de la confiance en soi, je pense que c'est de l'estime de toi. C'est même de l'amour de soi. Moi j'emploie vraiment le mot amour parce que c'est de l'amour de moi. Je peux le dire clairement, même dans ma médiocrité, oui, je m'aime.
Je m'aime vraiment. Mais j'ai envie de dire, c'est comme on a tous été petits enfants qui apprenions à marcher, on a tous trébuché et on n'a pas réussi à aller jusqu'à la table des bras de papa aux bras de maman. Et je crois que dans ces moments-là, l'amour inconditionnel de nos parents a fait qu'on s'est relevé. Si nos parents nous avaient dit, putain, mais franchement, t'es nul, mais tu marcheras jamais, mais on aurait mis beaucoup plus longtemps et peut-être même qu'il y en a certains d'entre nous qui boiteraient encore. D'ailleurs, il y a des gens qui boitent dans la vie, entre guillemets, du fait de ça. J'ai connu un peu ces travers-là. Tu sais d'ailleurs combien de fois un enfant tombe avant d'apprendre à se relever? Je sais pas, mais ça va beaucoup m'intéresser comme réponse. 2000 fois. 2000 fois, c'est inouï. Je me dis des fois, à quel point en fait chacun d'entre nous qui êtes debout, chacun d'entre vous qui êtes debout et qui regardez cette caméra, 2000 fois. des fois vous arrêtez au premier non, ou au premier refus, au premier échec. Sachez que dans votre vie vous avez déjà réalisé mais des prouesses une prouesse incroyable de marcher finalement. De parler, de communiquer, 2000 de pardonner à des gens qui nous ont vraiment blessés. On l'a tous fait et c'est magnifique. Donc à un moment donné, moi quand je trébuche, je me regarde. Et maintenant, je me dirais même c'est une des 2000 fois. Et je m'en autorise même 200 000. Il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire que je m'en fous d'avoir trébuché. Ça ne veut pas dire que je vais être content de ça. Mais je ne vais pas m'associer à mon acte. L'amour que je me porte est largement au-delà de mes gestes parfois médiocres. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est là que c'est extraordinaire de s'écrire des lettres d'amour. Et tous les gens qui disent « moi, je ne pourrais jamais faire ça », c'est ceux-là qui doivent le faire. Ceux qui disent « ah ouais, c'est rigolo, je pourrais essayer », faites-le, c'est intéressant. Mais ça vous apportera beaucoup moins. C'est quand l'exercice est difficile qu'on se dit qu'il a du sens. Et franchement, mettez-vous à une table et écrivez-vous que vous vous aimez. Mais moi, j'en remplis des pages. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais attention à ne pas trop déborder, mais j'en écris des pages. C'est un amoureux des lettres. Extraordinaire. Bon, j'aime beaucoup les mots, mais c'est extraordinaire de s'écrire à soi-même. En conscience, de dire voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi j'aime être tu es dans la compagnon. gratitude en fait finalement. Mais tout le temps. Mais presque, j'ai envie de dire 24 heures sur 24. Et surtout quand je tombe. Surtout. Parce que c'est ce moment-là où il faut s'aimer. C'est pas quand on marche droit et que tout va bien et qu'on a réalisé un super bon commande et que... C'est facile. C'est quand on a été médiocre, quand on s'est pas bien comporté par rapport à nos propres critères, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Quand on s'est pas bien comporté, quand on a outrepassé certaines choses. Et c'est dit, j'aimerais bien que ça n'arrive plus. Vraiment, on va travailler là-dessus. Mais sois tranquille, je t'aime toujours autant. Il n'y a pas une once d'amour qui est partie parce que tu t'es comporté comme une merde. Cette philosophie, tu l'as toujours eue, tu l'as attrapée dans les livres, tu l'as attrapée comment en fait, cette philosophie-là? Alors je l'ai attrapée par un grand coup de chance. C'est que je suis né dans une famille avec une maman qui n'était pas du tout aimante. D'accord. Et donc j'ai très vite compris. Là pareil, tu transformes un événement qui pourrait être très négatif en cadeau caché. Alors moi je l'ai vraiment vécu, mais j'ai pas fait exprès parce que quand on est petit on le fait pas exprès. Donc j'ai très vite compris que la personne qui allait m'aimer absolument et de manière inconditionnelle, ça ne pouvait être que moi. Et ça a été une vraie chance. Et après, quand j'ai vu comme c'était bon, j'ai continué. Et après je l'ai entretenu, oui, forcément un peu par des lectures, alors beaucoup plus par des promenades en forêt. C'est-à-dire que depuis toujours, je me promène beaucoup au milieu des arbres et c'est très puissant pour moi. Je me ressource à l'amour de moi dans les arbres, auprès des arbres, auprès de la forêt. Alors c'est pas Francis Lalanne, c'est ça, c'est Francis Lalanne qui s'appelle, le chanteur? Oui, qui caresse les arbres. Je parle aux arbres, je caresse les arbres, je leur donne des noms, on discute. Ne partez pas de la vidéo, il n'est pas bizarre. Hein, Bizarre sans doute, mais voilà, mais c'est ma ressource d'énergie. J'ai tout à fait conscience que lorsque je dis qu'un arbre me répond et je l'affirme, j'ai totalement conscience que c'est moi-même qui me réponds. Mais je ne serais pas capable de le faire aujourd'hui sans le support de l'arbre. Ouais, disons que c'est un pont en fait qui te permet de... Tout à fait. C'est plus facile pour moi de parler à un arbre que de me parler moi tout seul. Et l'amour que je me porte est aussi nourri par ces choses-là. D'accord, écoute, merci Hubert pour tous ces excellents conseils. Avec grand plaisir. Vraiment, sûrement qu'on te refera venir sur le blog pour nous parler de certaines thématiques bien particulières. Là, c'était notre première interview. Si un jour on parle de l'amour de soi, moi je veux même bien, si toutefois tu valides que ça puisse être un cadeau, lire une lettre d'amour que je me suis envoyée à moi-même. T'en as une sur toi? J'en ai une sur moi. Écoute, je viens. J'en ai une sur moi, j'en ai une dans mon portefeuille. Écoute, on va se prendre 2 minutes et on va se lire cette lettre. Donc on est revenu. On a été boire un verre d'eau, on a été chercher la lettre. Voilà, on est allé chercher la lettre avec Hubert. Et donc du coup, Hubert va vous lire sa lettre
Voilà. qu'il s'écrit à lui-même. Hein. Alors, Voilà. je veux juste te dire, Yannick me demandait, mais tu l'as parce que de temps en temps, tu l'as toujours sur toi, parce que quand tu as un coup de mou, etc. Sincèrement, non, pas trop, parce que je suis quand même très connecté à cet amour de moi. C'est plutôt pour la partager, quelques fois par an, 5-10 fois par an peut-être, je la partage, en disant aux gens, mais tentez-le. Vous risquez rien, entre guillemets, hein. Vous n'êtes pas obligé de la montrer aux voisins, vous n'êtes pas... Même si c'est génial, hein. C'est-à-dire qu'en famille, que chacun s'écrive une lettre d'amour et la partage avec le reste de la famille, c'est un moment magique. Hein. C'est un moment magique. J'ai eu l'occasion de le vivre même avec des amis où chacun avait écrit sa lettre d'amour pour lui et l'avait lu aux autres. C'est un moment magique. Mais j'encourage vraiment les gens à s'écrire ce genre de lettres. C'est puissant. C'est un superbe exercice. Déjà à l'écrire, mais alors après à la recevoir, à s'installer dans son canapé, à allumer une bougie, à mettre une musique qu'on aime bien, à dire waouh, je viens de recevoir une lettre de la personne la plus importante au monde pour moi, moi. Ben moi, j'ai aucune nana qui a jamais réussi à m'écrire une lettre qui me touche autant. D'accord. Sincèrement. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup de la partager encore parce que c'est intime. Donc merci. Alors c'est intime dans le sens où ça touche à mon intimité, mais comme c'est un cadeau, pour moi, l'intimité se partage. L'intimité ne veut pas dire qu'on ne partage pas à l'humanité, ça veut dire que ça touche à l'intime, ce qui est autre chose. Ici et maintenant, il n'est pas d'ailleurs. À toi que j'aime et qu'il m'est doux d'aimer. Je t'aime, tu n'es pas sans le savoir, et je ne puis l'ignorer. Je t'aime de toute ma divinité qui est aussi la tienne. Je t'aime comme un exemple à suivre, comme une réalité cosmique qui nous fait unis dans la conscience et l'inconscience de ce que nous sommes vraiment, merveilleux humains. Je t'aime pour la puissance de ton verbe et la joie colportée. Je t'aime pour la multitude de tes points de vue qui te font serein en profondeur face à la multitude des situations de vie. Je marche avec toi en confiance, même si je sais que tu n'es pas intouchable et que tu es seul à te vivre invincible. Je t'aime pour la reconnaissance de l'autre en toi, pour ton acceptation de toutes les faiblesses et autres lâchetés, qui fait la seule fraternité authentique. Je t'aime pour ton orgueil incommensurable et pour ton humilité qui ne l'est pas moins. Toi qui ne te reconnais pas une qualité que tu n'accordes à toute l'humanité, toi qui n'observes pas une tare, que tu ne t'en reconnaisses comme porteur pas toujours très sain. Je t'aime dans ton souci permanent de ne jamais dire les autres, à seule fin de t'intégrer toujours à ce qu'il y a de pire, comme à ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime pour la fidélité sans faille que tu places dans l'amitié vraie de chacune de tes rencontres, pour l'engagement comme une vertu découverte et accueillie avec sérénité. Je t'aime pour ta gentillesse et la bienveillance que tu portes à toutes celles et ceux qui ont la chance de croiser ton chemin de vie. Je t'aime pour ta confiance en toi, confiance de tous les instants qui te fait brillant et lumineux, et plus encore qui te fait heureux très profondément, et le plus souvent joyeux en surface. Je t'aime pour l'amour que tu te portes, et qui se traduit par le respect de ton corps et de tes émotions, de tes sentiments, de tes doutes et autres peurs. Je t'aime pour la liberté conquise que tu te fais une joie, plus qu'un devoir d'inspirer autour de toi, pour ta manière sacrée de l'appréhender, qui te fait la vivre sacrément. Je t'aime pour ce défaut unique qu'est la mauvaise gestion quelquefois de tes qualités, pour ta grande bouche et tes provocations encore trop souvent sans autre objet que ton seul plaisir de l'instant, pour ton exaspérante manie de vouloir toujours le dernier mot. Je t'aime malgré cela, et j'ose dire un peu pour cela. Je t'aime pour tes caresses aux arbres et aux fleurs, pour ta tendresse à l'égard des mots, pour les livres à venir et ceux qui ne viendront pas cette fois, pour ta générosité sans arrière-pensée. D'ailleurs, je t'aime pour ta pensée toujours en avant, et le plus souvent en avance, précurseur précieux que tu es. Je t'aime parce que l'on peut tout te dire, parce que je peux tout te dire, que maintes fois tu m'as prouvé pouvoir tout entendre et même tout écouter. Je t'aime pour ton honnêteté intellectuelle et financière, malgré les rapports à la chose argent que je ne comprends pas toujours et qui me déboussolent un peu. J'aime que nous puissions en rire ensemble. Je t'aime pour le beau que tu sais vivre plus que voir en chaque situation, au point que je m'interroge si tu n'es pas celui qui le fait jaillir. Je t'aime pour la magie, même si je sais que tu n'es pas d'accord avec le choix de ce mot, il est à ce jour seul idoine pour moi. Je t'aime pour Pascal, ta fée à toi, pour la place que tu as accepté de lui faire et qui l'a fait unique, pour la réalité de ton amour à Marc ou à Nadia, à Sophie et à tant d'autres, pour ce que tu cherches à leur donner sans rien attendre en retour, lucide et conscient pourtant que c'est bien toi qui reçois le plus. Je t'aime aussi et surtout sans autre raison que le bonheur d'aimer, de répondre ainsi à ce que tu m'inspires parce que tu es inspirant. Je t'aime parce qu'il est bon de te rejoindre chaque jour dans tes émois et dans tes rêves. Je m'aime de m'aimer plus fort à tes côtés. Moi pour toi. Écoute, si je pouvais applaudir et faire applaudir de fou, je ferais pareil.
Merci vraiment parce que je trouve que c'est une lettre qui est effectivement très touchante quand on oublie le contexte que finalement c'est toi qui te l'écris à toi. Je trouve qu'elle est vraiment hyper touchante et finalement en la lisant on oublie ça. Ce qui est étonnant, en plus tu la lis très bien, donc merci beaucoup. Merci encore parce que tu fais un partage qui pour toi a pas l'air d'être forcément un effort Non, non, intime, mais en tout cas vraiment quelque chose de grande, grande richesse pour les gens qui vont écouter ça. Si les gens arrivent à voir un petit peu au-delà du personnage que tu t'es fabriqué, qui est vrai, mais qui n'est pas complet. C'est-à-dire que tout est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on voit. Mais tu es quelqu'un vraiment, je pense que ça sera vraiment la ligne vraiment de cette interview-là. Tu es vraiment quelqu'un de très authentique. Et on peut être d'accord, pas d'accord avec ce que tu dis, on peut te prendre pour un éliminé, pas un éliminé, on peut aimer ta vibration, ne pas l'aimer et aimer ce que tu dégages. Vraiment, ça aurait été très très authentique et merci beaucoup pour ça. Merci de le vivre comme ça. Merci encore Hubert. À bientôt. À bientôt. Merci.